Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et bienvenue à ce webinaire sur la loi du 2 août 2021, plus connue sous le nom de loi santé, donc perspective pour le secteur. C'est un sujet très riche dont on ne connaît pas toujours tous les tenants et les aboutissants, donc qui interroge aussi qui vous interroge beaucoup, vous, adhérents au ETH. Et c'est pour ça qu'on a décidé de vous proposer ce webinaire que je vais présenter avec Thérèse Rossi. Bonjour Thérèse. Bonjour à tous. Voilà, donc Thérèse Rossi qui est adjointe au responsable santé sécurité au travail à la DRIETS Île-de-France. Avant de commencer, je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay et que nous mettrons à votre disposition une FAQ en fonction des questions que vous allez poser tout au long de ce webinaire dans la boîte de discussion qui est tout en bas de votre écran. Donc, je vous invite à poser vos questions dans cette boîte de discussion puisque nous les reprendrons pour cette FAQ. Et puis, je poserai également des questions en fin de présentation, mais aussi au long de la présentation. Je vous informe également que Maud est avec nous, donc qui est en charge de la vélotypie. Donc, si vous avez besoin de sous-titrage, vous pouvez également y accéder. Merci à Maud. Nous allons découvrir le programme de ce webinaire avec le déroulé de la matinée. Voilà, il s'affiche. Donc, comme vous le voyez, nous allons d'abord faire un petit rappel sur OETH et ensuite rentrer dans le vif du sujet, dans le cœur de la loi, justement, pour finir sur les aides OETH et comment OETH peut vous accompagner tout au long de vos parcours. Alors, euh, donc, on commence par l'accord handicap et l'association OETH. L'accord handicap est l'accord agréé du secteur sanitaire et social associatif depuis 1991. Il a été créé pour répondre à l'obligation d'emploi du secteur en mutualisant les ressources pour développer et conduire une politique active en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans le secteur. Aujourd'hui, il est signé par la Confédération Access, qui regroupe l'AFEAP et Nexem, ainsi que les principales organisations syndicales. L'accord couvre aujourd'hui plus de 17 000 établissements, 4 000 associations. Et cet accord est porté par l'association OETH, qui assure la collecte de la contribution des entreprises relevant de l'accord qui ne répondent pas à leur obligation d'emploi de 6% de travailleurs handicapés. Et grâce à ces contributions, eh bien, l'association apporte et développe une offre de services spécifiques et innovante et propose des aides financières adaptées pour accompagner les entreprises du secteur, donc les accompagner dans la gestion de l'emploi des travailleurs handicapés. Donc, l'offre de service d'OETH se décompose en trois volets. Alors, tout d'abord, le conseil et l'accompagnement. En effet, l'association OETH met à votre disposition des ressources clés pour accompagner les adhérents dans leur démarche pour l'emploi des collaborateurs en situation de handicap. Voilà, on vous accompagne par différents biais. Au niveau des aides financières également, l'association s'appuie sur un catalogue d'aides pour apporter une réponse adaptée et personnalisée véritablement aux établissements adhérents. D'ailleurs, un guide des aides va très bientôt paraître, c'est imminent, Euh, et vous pourrez ainsi avoir une connaissance éclairée des aides d'OETH.
Et enfin, les solutions pour le secteur. L'inclusion des travailleurs handicapés passe par la capacité à mettre en œuvre des solutions originales. L'association OETH va repérer justement ces solutions et leur permettre, par des moyens financiers, eh bien, de changer d'échelle. Alors, sans plus attendre, je vous propose de rentrer véritablement dans le vif du sujet, cette fameuse loi santé du 2 août 2021, mais rentrée en application l'année dernière, qui est centrée donc sur la prévention. C'est ce qui est vraiment au cœur de cette loi. Bien, bah, de nouveau, bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être parmi vous pour vous présenter cette loi. Je vais essayer d'être le plus clair possible parce que c'est une loi qui est très riche et de vous apporter le maximum d'informations dans le temps qui nous est imparti. Alors, dans la slide suivante, vous allez voir un petit peu les prémices de cette loi. Euh, donc, une précédente réforme a eu lieu dans les années 2016-2017 et tout de suite après, un certain nombre de réflexions, de rapports ont été publiés sur la santé au travail et qui ont abouti finalement à donc une négociation des partenaires sociaux qui ont signé l'accord national interprofessionnel donc le 8 janvier 2021 et c'est cet accord qui est à l'origine de la loi du 2 août 2021, puisque cette loi transpose en grande partie les dispositions qui ont été prévues par cet accord national interprofessionnel. C'est d'ailleurs la première fois qu'une loi transpose de façon aussi complète, je dirais, un accord national interprofessionnel. La loi a été promulguée le 2 août 2021 et donc nous allons voir dans la slide suivante, elle comporte quatre axes qui sont d'abord de renforcer la prévention au sein des entreprises et de décloisonner la santé publique, la santé au travail, de définir aussi une offre de services, donc on va le revenir par les services de prévention de santé au travail. Elle a un axe prévention de la désinsertion professionnelle et puis un axe de réorganisation de la gouvernance, donc de la prévention et de la santé au travail. La première chose qu'elle a faite, cette loi, c'est de changer la dénomination des services de santé au travail qui sont devenus aujourd'hui donc les services de prévention et de santé au travail pour bien sûr réaffirmer le rôle de prévention des services de santé au travail et pour réaffirmer aussi toutes les dispositions relatives à la prévention primaire donc, qui sont effectivement indispensables et au cœur de la santé au travail. Alors, on va en voir quelques-unes de ces dispositions. Donc, d'abord, en matière de formation en santé et sécurité des représentants du personnel, donc la loi a renforcé cette formation à l'égard des membres de la délégation du personnel des CSE et également des référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Et cette formation aujourd'hui, donc, elle est de 5 jours pour un premier mandat et de 3 jours ou de 5 jours suivant la taille de l'entreprise lors d'un renouvellement. Ensuite, dans la slide suivante, la loi a également créé le passeport prévention, donc qui s'adresse aux salariés, également aux demandeurs d'emploi et qui a pour vocation de tracer les différentes formations qu'ont suivies donc ces travailleurs sur la santé et la sécurité au travail. Ça peut être des attestations, des certificats, des diplômes relatifs, donc toujours à la sécurité et à la prévention des risques professionnels. Ce passeport prévention est renseigné par l'employeur et également par les organismes de formation ou par le salarié lui-même et il est intégré donc dans le passeport de compétences. Vous pouvez retrouver toutes les informations donc sur le site passeportprévention.travailemploi.gouv.fr. Aujourd'hui, il est en cours de déploiement, l'accès à ce passeport est en cours de déploiement. Donc sur 2023-2024, je pense qu'il sera pleinement déployé en 2024. Donc, ça permet aux employeurs de pouvoir connaître, si le salarié évidemment en est d'accord, l'ensemble des formations que le salarié a pu suivre, ou alors en tout cas lui de déposer les formations qu'il a fait suivre à son salarié. Ensuite, en termes d'évaluation des risques professionnels, des évolutions ont été apportées.
par la loi du 2 août 2021. D'abord, elle a inscrit dans le dur le fait que l'organisation du travail doit être prise en compte dans l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, et également dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques doit aussi tenir compte donc de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe, parce qu'on le sait, il y a des études récentes qui le démontrent, hommes et femmes ne réagissent pas de la même façon face à l'exposition à un risque, ne développent pas tout à fait les mêmes problématiques. Et enfin, donc en termes d'évaluation des risques, la loi demande aussi à ce que soient pris en compte les effets combinés donc, de l'ensemble des agents chimiques en cas de polyexposition au risque chimique. Et donc, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, un des articles du Code du travail a été modifié en ce sens. Donc, on a effectivement une amélioration dans l'évaluation des risques avec un élargissement de la prise en compte d'un certain nombre de facteurs, organisation du travail, polyexposition, risque chimique. Euh, Ensuite, en ce qui concerne le document unique d'évaluation des risques professionnels, donc c'est un document que vous connaissez, hein, il existe déjà. Chaque entreprise, chaque employeur doit établir un document unique d'évaluation des risques professionnels dans son établissement. Mais là, la loi, elle a renforcé ce document, d'abord dans son rôle, puisqu'il doit vraiment répertorier l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs. Et une traçabilité doit être assurée pour ce document, enfin une traçabilité collective des expositions professionnelles, et je dis bien collective et non pas individuelle. Et puis effectivement, ce document aussi contient la mise en œuvre des plans d'action qui peuvent être donc décidés dans l'entreprise. Il est prévu, la loi prévoit également une participation plus importante des CSE à son élaboration. Là où le CSE était juste informé, là, il est quand même il est amené à participer de façon plus active à son élaboration. Et enfin, la loi prévoit donc qu'il soit conservé de façon numérique. Alors, les choses ne sont pas encore tout à fait terminées, déployées pour ce qui concerne donc cette conservation numérique. L'idée, c'est qu'effectivement, chaque salarié puisse avoir accès, chaque employeur également, puisse avoir accès aux documents uniques d'évaluation des risques, à l'ensemble aussi des documents de leur mise à jour sur donc un portail dédié donc à cette conservation. Donc aujourd'hui, ça n'est pas encore, on ne sait pas quel portail sera mis en place. Les partenaires sociaux doivent encore discuter de ce point actuellement. Sur la slide suivante, euh, je l'ai déjà dit. Ah oui, la loi aussi reprécise que le document unique d'évaluation des risques doit être mis à jour dans toutes les entreprises d'au moins 11 salariés et à chaque modification des conditions de santé et de sécurité, quel que soit effectivement le nombre de salariés. Voilà. La traçabilité, j'en ai parlé. La loi prévoit une traçabilité de 40 ans, hein, d'où l'intérêt effectivement d'avoir un portail numérique hein, pour assurer cette traçabilité beaucoup plus facilement plutôt que donc des versions papier. Voilà. Et il faut savoir aussi que vous devez transmettre votre document unique d'évaluation des risques au service de prévention de santé au travail auquel vous adhérez, ainsi que chaque mise à jour. Donc ça, c'est aussi important. Voilà pour le document unique d'évaluation des risques. Pour ce qui concerne les services de santé au travail, donc je ne vais pas développer ici parce qu'évidemment on n'en a pas le temps tout ce qui concerne la gouvernance des services de santé au travail auquel la loi a apporté un certain nombre de modifications. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez pour vous donc des obligations. Ces services ont des obligations de communication et de publicité auprès de leurs adhérents, des entreprises, et que donc le service de prévention de santé au travail interentreprise doit communiquer donc son offre de service hein, qui relève de l'ensemble socle. Je vais en reparler tout à l'heure de l'ensemble socle. Son offre de service complémentaire, le montant des cotisations, sa grille tarifaire, et ainsi que d'autres documents. Je vous invite donc à aller voir sur les sites internet de vos services. La plupart, en tout cas en Île-de-France, ont tous ont un service internet, un site internet sur lequel vous pouvez effectivement aller déjà voir un certain nombre de leurs documents. Ça peut être assez intéressant.
Voilà. Ensuite, en ce qui concerne toujours donc les services de prévention et de santé au travail, donc slide suivante, euh, la loi a prévu donc que la cotisation que vous devez en tant qu'entreprise auprès de chaque SPSTI doit être proportionnelle au nombre de travailleurs suivis. Cette cotisation s'applique uniquement pour le service rendu dans le cadre du socle obligatoire. Et la loi a prévu que chaque travailleur compte pour une unité, ce qui signifie qu'un travailleur à temps partiel compte pour une cotisation pleine et entière. Ça, je le précise. Cette cotisation, elle sera aussi encadrée en fonction du coût moyen national. Ah, donc ça va être calculé sur l'ensemble du coût des cotisations des services de prévention de santé au travail. Et il va y avoir donc une fourchette basse et une fourchette haute dans laquelle chaque service devra donc se trouver pour définir le montant de ses cotisations. Le service pourra par contre proposer une grille tarifaire pour l'offre complémentaire qui est totalement libre. Voilà, pouvons passer sur la slide suivante. Voilà, donc on va Les essayer services de de rentrer sur santé, les, oui, sur les missions véritablement du service de voilà, santé au travail. voilà, et ça vous intéresse bien évidemment directement, puisque vous allez pouvoir bénéficier évidemment de ces missions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, la mission donc, du service de prévention de sécurité au travail, c'était une mission exclusive, disait la loi, d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Cette mission exclusive est devenue une mission principale. Cela veut dire qu'on a adjoint, enfin la loi adjoint d'autres missions désormais au service de prévention de santé au travail et qui sont notamment donc des missions éventuellement de promotion de la santé sur le lieu de travail, des objectifs de santé publique qui pourront être déployés par les services de prévention de santé au travail. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela peut être des campagnes de vaccination et de dépistage. Alors, évidemment, je ne vous cache pas, la pandémie de Covid est passée Et par puis par là là. et on s'est rendu compte effectivement pendant cette pandémie que les services de prévention de santé et de travail pouvaient être un véritable outil permettant de déployer donc des campagnes de vaccination et de dépistage. Et on est en train de leur en donner aussi un peu les moyens parce qu'ils ne sont pas non plus organisés forcément pour cela, mais ils ont en tout cas participé assez activement aux campagnes de vaccination durant la Covid. Et donc, la loi l'inscrit désormais comme une de leurs missions. Ça peut être aussi des actions de sensibilisation au bénéfice de la pratique sportive. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup mis en avant aujourd'hui en termes de santé publique avec la nécessité de la pratique sportive pour les salariés et des actions d'information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail. Donc ça vous intéresse évidemment tout particulièrement pour vos salariés en situation de handicap. Voilà. Concrètement, vous allez avoir des services de santé qui vont vous proposer en principe d'autres choses que le simple suivi médical. Et j'insiste là-dessus, service de prévention de santé au travail, il ne faut plus le regarder comme simplement le service qui va vous faire les visites médicales de vos salariés. Il faut le voir aussi comme un service qui va vous apporter d'autres choses en termes de prévention des risques et en termes de santé publique. Voilà. En termes de prévention des risques, oui, je le rajoute, le service va vous accompagner aussi dans l'analyse des conditions de travail et de sécurité de vos travailleurs. Alors, c'est un accompagnement, bien évidemment. Il ne faut pas attendre de vos services de prévention de santé au travail qu'ils fassent à votre place, mais il va vous accompagner, vous donner, vous outiller pour conduire cette analyse de la prévention, enfin cette analyse des risques professionnels dans vos établissements. On va le voir concrètement justement à travers l'offre de services Voilà, des services de santé au travail. Mhm. voilà, tout à fait, tout à fait.
Euh, Ce qu'il faut savoir, oui, juste un petit mot, c'est que les services sont désormais dotés d'équipes pluridisciplinaires. En Île-de-France, ça fait vraiment quelques années maintenant et ça monte en puissance, hein, avec donc des équipes pluridisciplinaires qui sont de plus en plus importantes. Donc, les services sont dotés, bien sûr, d'infirmiers en santé au travail, mais également d'ergonomes, de psychologues, de toxicologues, etc., etc. Et donc de spécialistes qui peuvent effectivement vous apporter une aide très concrète dans l'analyse des risques. Alors, tout cela va se faire dans le cadre d'une offre socle, d'une offre complémentaire et d'une offre spécifique. L'offre socle, c'est celle qui va s'appliquer à tous les adhérents, quel que soit le lieu, enfin sur tout le territoire national. Elle a été voulue par les partenaires sociaux pour harmoniser l'offre des services de prévention et de santé au travail, et elle a été voulue aussi pour qu'elle soit un minimum apporté à chaque cotisant. On va la décliner un petit peu tout à l'heure. L'offre complémentaire, c'est une offre qui, elle, est proposée par le service lui-même, donc en fonction de son projet de service, de ses compétences, etc. Très concrètement, ça peut être aujourd'hui, en tout cas, elle est en train de se développer, hein. Là, elle n'est encore évidemment pas encore complètement développée par tous les services, mais ce que l'on constate en Île-de-France, c'est qu'un certain nombre de services développent, par exemple, des offres de formation. Ça peut être des formations gestes et posture, des choses comme cela, ou une offre complémentaire en termes d'accompagnement à l'élaboration du document unique d'évaluation des risques. Donc, ce sont des choses qui concrètement peuvent vraiment vous intéresser. Et puis ensuite, donc, il y a une offre spécifique qui, elle, s'adresse aux travailleurs indépendants sur adhésion, bien évidemment, volontaire. Voilà, la loi aussi a apporté, a prévu donc, des dispositions concernant les pluralités d'employeurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un petit peu complexe et ça risque de déborder un petit peu au niveau du temps. Et puis, il faut savoir aussi que les chefs d'entreprise adhérentes peuvent bénéficier également de l'offre de services qui est proposée à leurs salariés. Hein, donc, enfin, on a inclus aussi des chefs d'entreprise aussi dans l'offre de services, des services de prévention de santé au travail. Alors, sur la slide suivante, on va effectivement rentrer dans le contenu, hein, de l'offre socle. Cette offre socle, je le rappelle, a été définie par les partenaires sociaux, hein, donc, qui sont mis autour de la table et qui ont défini assez précisément cette offre socle. Elle se décline en trois programmes, hein, on va dire. D'abord, un programme que vous connaissez évidemment tous, qui est le suivi, qui est classique, hein, le suivi individuel de l'état de santé des salariés, hein, mais aussi donc un axe prévention de la désinsertion professionnelle dont on va parler, et puis un programme prévention des risques professionnels. Alors, en ce qui concerne donc le suivi individuel de l'état de santé, un petit rappel, la slide suivante, s'il vous plaît. Beaucoup Un de petit visites, rappel effectivement. sur, donc, effectivement, voilà, sur l'ensemble des visites. Donc, vous en connaissez certaines, un certain nombre d'entre elles, sans aucun doute. Vous avez donc, les visites d'information de prévention, dites VIP, le suivi individuel adapté, le suivi individuel renforcé. On va voir à quoi ça correspond, hein, avec le schéma qui va suivre. Les visites à la demande, qui peuvent être donc à la demande de l'employeur, mais également à la demande du salarié. Alors, les visites après événement grave, il faut oublier, on l'enlèvera de la slide parce qu'effectivement, ça ne correspond pas à quelque chose de réglementaire. Les visites post-exposition ou donc de fin de carrière, et les visites de mi-carrière qui sont une nouveauté et dont nous allons parler. Et puis les visites spécifiques pour les travailleurs saisonniers, donc ça, on va effectivement pas forcément en parler, parce que ça ne vous concerne pas forcément. Donc, je ne sais pas si la slide suivante comporte le schéma. Voilà. Ce qu'il faut retenir, en fait, alors, le suivi de l'état de santé des salariés, c'est un petit peu complexifié, il faut quand même le dire. Donc, de la visite il y a 20 ou 30 ans annuelle, on est passé ensuite à la visite tous les 2 ans, avec parfois des entretiens infirmiers, etc. Donc, aujourd'hui, on oublie un peu tout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez deux types de suivi. D'abord, vous avez le suivi individuel, donc normal, hors risque particulier, donc le cas général, qui donne lieu à ce qu'on appelle les VIP.
donc la visite d'information et de prévention, dans les 3 mois donc, de l'affectation au poste de recrutement et avec une périodicité maximale, alors j'insiste bien, il s'agit bien d'une périodicité maximale de 5 ans. À l'intérieur de ce suivi individuel, vous avez plusieurs cas de figure. Vous le voyez là, donc à la gauche, hein, du schéma, en fonction de la situation du salarié. Pour les salariés qui ont une RQTH ou qui bénéficient d'une pension d'invalidité, vous avez aussi donc une visite qui aura lieu dans les 3 mois de l'embauche, mais là, la périodicité a été ramenée à 3 ans maximum. On peut Ensuite, vous avez préciser, les salariés. Thérèse, Oui, pardon, que, oui, il n'y a pas que oui, les salariés qui bénéficient d'une RQTH et d'une invalidité, mais il y a aussi ceux qui sont détenteurs d'une carte mobilité inclusion avec la mention invalidité très bien. et les bénéficiaires de l'AH également. En fait, ce sont tous les titres délivrés par la CDAPH ainsi que la pension d'invalidité Tout à fait. Voilà. Par contre, ce ne sont pas tous les bénéficiaires de la loi, voilà, effectivement. de la loi. Est-ce qu'il Les faut bien ATMP effectivement, n'en font pas tout à partie. fait. Voilà, il n'y a pas tout. En fait, c'est tout simplement normal, c'est en fonction de la situation de handicap ou voilà, ce qui peut effectivement avoir une conséquence sur le poste de travail. Ensuite, vous avez les salariés donc, de moins de 18 ans et les travailleurs de nuit qui, là, eux, vont bénéficier donc d'une VIP avant leur affectation sur le poste et d'une périodicité de 3 ans maximum aussi. Et enfin, vous avez les salariés qui sont donc exposés à des agents biologiques de groupe 2 ou à des champs électromagnétiques qui, là aussi, bénéficient d'une visite avant l'embauche, mais avec une périodicité de 5 ans maximum. Donc, vous voyez, c'est assez complexe, mais voilà, vous retenez, il y a donc la visite d'information et de prévention pour ces salariés-là. Puis ensuite, vous avez ce qu'on appelle donc le suivi en CIR, en suivi individuel renforcé, donc, qui est là, qui bénéficie aux travailleurs qui sont exposés à un certain risque qui sont définis par le Code du travail. Donc, ce sont les agents biologiques groupe 3 et 4, donc les risques chimiques, hein, CMR, les travaux en milieu hyperbare, les travailleurs exposés aux poussières d'amiante, au plomb, au rayonnement ionisant, les travailleurs qui donc montent ou démontent des échafaudages, hein, donc qui sont dans des situations de risque de chute de hauteur, mais uniquement pour le montage et le démontage des échafaudages, les travailleurs qui sont soumis à des autorisations de conduite et au CACES, et puis donc aux travailleurs de moins de 18 ans qui sont affectés sur des travaux dangereux, et enfin les travailleurs qui ont des habilitations électriques. Sur ce dernier point, ça pourrait peut-être bouger, mais pour l'instant, donc voici la définition de ces risques qui donnent lieu à un suivi en cire. Vous avez aussi un autre suivi en cire qui est possible, je le mentionne juste, il n'est pas indiqué sur le schéma, c'est le suivi dit alinéa 3, c'est-à-dire lorsque l'employeur lui-même décide que certains postes de travail ou certains risques doivent faire l'objet d'un suivi en cire. Donc, après consultation donc, de son CSE, et une liste de ces postes qui doit être mise à jour tous les ans, l'employeur peut décider de lui-même que certains de ses salariés doivent être suivis en CIR. Mais c'est quand même assez peu développé. Et puis c'est assez contraignant parce que ça demande quand même une mise à jour très, très régulière. Alors là, ces salariés qui sont en SUIR bénéficient, eux, d'un examen médical avant l'affectation sur le poste. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une véritable fiche d'aptitude, hein. Autant sur les VIP, c'est une attestation de suivi qui va être délivrée, autant là, c'est une aptitude au poste qui va être donnée par le médecin du travail et avant l'embauche. Ensuite, Alors ils bénéficient justement, d'une... Allez-y. j'en profite pour poser une question, Thérèse, puisqu'on Oui. on la pose directement. Comment demander la visite justement pour ce salarié avant l'embauche alors que la personne n'est pas encore salariée? Ah bah, ça existait déjà, enfin avant, non, mais il faut effectivement le faire avant l'embauche. Il y a en général une promesse soit il y a une promesse de recrutement, ou le contrat de travail prévoit, c'est avant l'affectation sur le poste. Donc à la limite, il peut Hmm, être déjà embauché, mais pas affecté sur le poste. Mais effectivement, c'est avant l'affectation sur le poste. Là, d'accord. la loi est claire là-dessus. Le service de prévention de santé au travail peut très bien comprendre, enfin, si vous le situez si un salarié doit être suivi en CIR, lorsque vous faites la demande auprès du service de santé au travail, il faut bien sûr
préciser que c'est un CIR et que le salarié n'est pas encore sur le poste. Voilà. Ça doit normalement se faire puisque c'est la loi. Ensuite, vous avez une visite intermédiaire, donc tous les 2 ans, qui peut, elle, être faite par un autre professionnel de santé que le médecin de travail, donc notamment l'infirmière en santé au travail, hein, qui a reçu une délégation pour cela. Et puis, l'examen médical, lui, est renouvelé tous les 4 ans. Voilà, donc la spécificité pour les CIR. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce suivi particulier. On n'a pas plus de questions, non, effectivement, sur ces D'accord. visites. C'était un sujet qui intéressait C'est nos adhérents. Oui, oui. Oui, alors sachez que c'est l'employeur, hein, bien sûr, qui doit déterminer si le salarié est en CIR ou pas en fonction de l'exposition au risque, hein. Donc, c'est une responsabilité de l'employeur. Mais vous avez aussi le médecin du travail, s'il pense qu'un salarié qui le reçoit, qui a été classifié en VIP, et puis se rend compte que finalement, il doit relever du CIR, le médecin du travail peut le proposer, bien évidemment, à l'employeur en disant il faut basculer en suivi CIR parce que finalement, il est exposé aux risques qui sont définis par le Code du travail. Et pour les contrats à durée déterminée, est-ce que, il y a des spécificités? Alors, il y a le même suivi. Donc, en fonction de l'exposition au risque, le salarié qui soit en CDD ou en CDI a le même suivi. Donc, pour un CDD qui est exposé à des risques particuliers, ben, la visite devra également se faire avant l'affectation sur le poste, hein. Donc, ça, c'est obligatoire. Euh, Et est-ce qu'on peut envoyer le candidat sur le temps personnel? Question également. Ah, en principe, c'est du temps de travail, considéré comme du Voilà. temps de Merci travail. pour la précision. Ouais. Voilà, donc sur les visites. Après, s'il y a d'autres questions qui viennent plus tard, c'est pas un problème, On y évidemment. répondra par la On suite dans ce cas. reviendra après, bien évidemment. Donc, on va passer du coup, à la slide suivante. Donc là, on a parlé donc, du suivi en santé au travail. Et puis, maintenant, nous allons parler de la prévention de la désinsertion professionnelle, donc telle qu'elle est définie dans le cadre de l'offre socle. Euh, D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi, au-delà de l'offre socle, a prévu que chaque service de prévention et de santé au travail se dote d'une cellule PDP. Donc, c'est inscrit dans le dur dans la loi aujourd'hui, ça ne l'était pas avant. Même si je fais un petit aparté, en région, donc en Île-de-France, donc nous avions amené les services de prévention et de santé au travail à déjà développer des cellules de PDP, hein, au travers de ce qu'on appelle les CEPOM, hein. Ce sont des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens qui sont signés avec la CRAMIF et la DRIETS et chaque service de prévention de santé au travail. Et il y avait un axe PDP qui était obligatoire dans ces CEPOM et on leur demandait effectivement de structurer déjà une offre de services en termes de PDP. C'est important d'avoir une cellule parce que avec cette cellule opérationnelle, le service de prévention de santé au travail peut vraiment faire un accompagnement des salariés en difficulté par rapport au maintien au poste de travail. Alors, l'offre socle, les partenaires sociaux ont défini les missions de cette cellule opérationnelle de PDP. Elle doit alerter et faire des signalements précoces, hein, donc traiter, on va dire, précocement les risques de désinsertion qui viennent, donc cette alerte peut venir du médecin du travail, du médecin traitant, du médecin conseil, de l'employeur et du salarié. Exemple type, l'employeur, vous avez un salarié qui est un petit peu âgé, qui est de plus en plus souvent malade, avec des arrêts de travail peut-être courts, répétés, etc., bah, vous pouvez effectivement, à ce moment-là, contacter le service de prévention, évidemment, enfin, il faut en parler également à votre salarié, mais contacter le service de prévention de sécurité au travail pour faire une visite à la demande, pour voir éventuellement, effectivement, s'il n'y a pas un risque de désinsertion de ce salarié par rapport à son poste de travail et envisager voilà, des mesures d'accompagnement. Cette cellule, bien sûr, elle analyse la situation du salarié, hein, donc avec le pôle prévention, c'est-à-dire avec l'équipe pluridisciplinaire dont on a parlé tout à l'heure, qui va pouvoir faire des études de poste et proposer des aménagements de poste. Et puis, accompagner aussi le salarié tout au long
de son plan de retour à l'emploi, avec un accompagnement notamment social. Il faut savoir que les services de prévention de santé au travail ont en général un service social, alors ça, qui peut donc aider le salarié à régler un certain nombre de problématiques qui sont annexes, mais néanmoins indispensables à régler pour qu'il puisse effectivement rester en emploi. Voilà, donc repérage des salariés, la formation aussi des employeurs, la sensibilisation collective au maintien dans l'emploi et puis promotion des dispositions PDP, on va en parler de quelques-unes. Mhm. Voilà le rôle du service de prévention de santé au travail, donc à travers sa cellule en matière de prévention de la désinsertion professionnelle. Un certain nombre de services, je le sais, prévoient, enfin, organisent des webinaires ou des petits déjeuners sur cette thématique-là assez régulièrement auprès des employeurs. Ensuite, l'offre socle, donc slide suivante, en termes de prévention des risques professionnels. Donc ça peut effectivement tout à fait vous intéresser très, très pratiquement. D'abord, le service de prévention de santé au travail doit à chaque adhérent une fiche d'entreprise dans l'année qui suit l'adhésion. À quoi ça sert une fiche d'entreprise? Elle va répertorier un certain nombre de risques professionnels qui existent dans votre établissement et donc elle peut être une aide précieuse pour l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, si vous ne l'avez pas, vous avez tout intérêt à la demander. Euh, il n'y a pas un taux de couverture à 100% des établissements en termes de fiches d'entreprise, mais n'hésitez pas à la demander si vous n'en avez pas pour effectivement vous aider dans cette évaluation des risques professionnels que l'employeur doit faire dans son établissement. Cette fiche, elle devra être mise à jour aussi tous les 4 ans, prévoit l'offre socle, voire moins si l'entreprise le demande parce que voilà, l'organisation du travail a changé ou il y a des risques nouveaux, de réaménagement des lieux, etc. Sur demande de l'entreprise aussi, le service de prévention de santé au travail peut vous accompagner dans l'évaluation des risques et dans la rédaction, finalisation du document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, il y a un premier niveau d'accompagnement qui est prévu pour le DURP. Encore une fois, c'est un premier niveau, ce n'est pas une rédaction à la place 2. Si vous voulez, alors après, s'il y a un deuxième niveau pour un accompagnement beaucoup plus important, plus riche, à ce moment-là, on bascule dans l'offre complémentaire qui, elle, donc, donne lieu à une tarification particulière. Mais le service, quand même, vous doit déjà un premier accompagnement dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et des conseils dans la formalisation et son élaboration. Il peut aussi accompagner les établissements dans l'élaboration du plan d'action de prévention, notamment dans les petites entreprises de moins de 50 salariés. Et puis, surtout, il doit une action de prévention primaire au moins une fois tous les 4 ans. Alors, cette action primaire, ça peut être du conseil d'aménagement de poste ou de lieu de travail, ça peut être une analyse métrologique, ça peut être un accompagnement sur un risque spécifique, etc. Mais bon, voilà, c'est une action de prévention primaire au moins une fois tous les 4 ans. Donc, ce n'est pas inintéressant, effectivement, d'avoir effectivement ce type d'offre de service. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, le service de santé, ce n'est plus simplement le suivi des salariés, le suivi médical des salariés. J'insiste un petit peu là-dessus parce que, effectivement, souvent, c'est assez réducteur. Aujourd'hui, vraiment, le service de prévention de santé au travail vous propose d'autres choses, et notamment en matière de prévention des risques professionnels, et on l'a vu de PDP. Donc, il faut effectivement s'emparer de cette offre de service des SPSTI. Voilà. Et puis, la slide suivante. Euh, Sur la donc là, télémédecine, très importante aussi. voilà, Et la Covid est passée par là. tout à fait, vous avez raison de le mentionner, Christine. La Covid est passée par là et a donné lieu, pendant évidemment toute cette période de pandémie, à des pratiques de télémédecine qui étaient indispensables parce que, effectivement, tout le monde a été pris de court par cette pandémie, mais qui n'étaient pas du tout encadrées. Aujourd'hui, la loi du 2 août 2021 en a profité effectivement pour encadrer un petit peu cette pratique de télémédecine qui peut être très intéressante dans certains cas. Mais il faut savoir quand même qu'elle doit obéir à un certain nombre de dispositions. D'abord, le salarié doit être consentant à cette téléconsultation. Le professionnel de santé également.
Donc, cela veut dire très concrètement qu'un salarié ne peut pas imposer une téléconsultation au médecin du travail ou à l'infirmière de santé au travail, et inversement, le professionnel de santé ne peut pas imposer une téléconsultation à un salarié. Pourquoi? Parce que le professionnel de santé reste quand même indépendant sur le plan des modalités techniques, pratiques de l'exercice médical, hein, et donc s'il estime qu'il doit voir le salarié, il doit le voir. Ensuite, euh, cette pratique doit garantir quand même le respect de la confidentialité des échanges. C'est un petit peu normal, hein, ça tombe de sens entre professionnels de santé et le travailleur. Ça veut dire donc là aussi qu'il n'est pas question de faire une téléconsultation dans un open space où le salarié, voilà, au vu et au su de tout l'ensemble de ses collègues ou sur le coin de la table du local restauration de l'établissement, hein. On doit quand même être dans des conditions suffisamment confidentielles pour que le salarié puisse avoir donc cette téléconsultation tranquillement. Ensuite, et ça appartient plutôt au service de prévention de santé au travail, il faut évidemment que les technologies soient conformes au référentiel d'interopérabilité et de sécurité. C'est un petit peu technique, mais en gros que les technologies donc, permettent cette confidentialité. Et donc là, c'est en général le service de prévention de santé au travail, bien sûr, qui se dote des technologies qu'il faut bien. Voilà. Donc, la télémédecine, oui, c'est possible, mais à certaines conditions. Voilà. Et avant de passer à la partie suivante, Thérèse, on a une question sur l'analyse métrologique. En quoi consiste-t-elle? On l'a évoqué tout à l'heure. Ça peut être donc des toxicologues ou voilà, des intervenants en prévention des risques professionnels qui viennent faire éventuellement une analyse de l'ambiance de travail sur place, du bruit, de l'éclairage, voilà. Attention, ce sont des premières approches que proposent les services de prévention de santé au travail. Si vous voulez avoir quelque chose d'extrêmement précis, là, il vaut mieux faire appel à des organismes spécialisés. Mais en première approche, effectivement, vous pouvez avoir un mesurage de bruit ou vous pouvez avoir un mesurage d'éclairage, des choses comme ça. Très bien. Donc, on va pouvoir passer à la suite, à la prévention de la désinsertion professionnelle de manière pratico-pratique, très opérationnelle. Donc, quelles sont les évolutions dans l'accompagnement des salariés? Il y a eu beaucoup de modifications au niveau de certaines visites existantes et puis de nouvelles visites aussi qui ont été créées. On va les aborder maintenant. Je vous laisse la parole, Tout Thérèse. à fait. Voilà. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, il y a eu donc des choses nouvelles et puis des choses déjà qui existaient mais qui ont été un petit peu réabordées, réaménagées. Alors on va le voir un petit peu dans l'ordre. Donc la cellule PDP, donc des SPST, j'en ai déjà pas mal parlé Mhm. dans le cadre de l'offre socle. Le rendez-vous de liaison qui est quelque chose de tout à fait nouveau. Les visites de pré-reprise et de reprise que vous connaissiez déjà mais dont les accès ont été modifiés, la visite de mi-carrière qui est une nouveauté, et puis l'échange d'informations entre les différents acteurs, et c'est encadré, CRPE, projet de transition professionnelle, ce ne sont pas des nouveautés, mais là aussi, il y a eu des modifications qui ont été apportées. On va commencer donc par la cellule de prévention et des insertions professionnelles. Slide suivante. Donc, on l'a vu hein, tout à Mhm. l'heure, voici un petit peu ses missions. On va passer tout de suite à la slide suivante. Ah, alors, bon, c'est pas grave, pardon, je crois qu'il manque deux, trois diapos, mais c'est pas grave, je vais le développer. Sur la cellule PDP, donc, je rappelle en termes donc là, vous avez les missions. En termes de composition, ce qui est important, c'est qu'effectivement, la loi a précisé, enfin, l'offre socle précise que la cellule PDP doit être dotée d'une équipe pluridisciplinaire. Donc là, vous devez avoir éventuellement, bon, bien sûr, une assistante sociale, psychologue, des ergonomes, des conseillers emploi-formation éventuellement. Et cette cellule, elle travaille en lien avec un certain nombre de partenaires de la désinsertion professionnelle. Il y a bien sûr l'assurance maladie, et on va le voir tout à l'heure, c'est important pour la mise en œuvre de certains dispositifs, les Cap emploi, les pôles emploi, etc. Donc, en fait, on demande effectivement à cette cellule de travailler avec l'ensemble des acteurs qui peuvent intervenir sur la prévention de la désinsertion professionnelle, le maintien en emploi ou dans l'emploi des salariés.
La cellule, elle propose donc bien sûr un accompagnement individuel du salarié, mais aussi collectif aux entreprises et aux salariés avec voilà, des informations, sensibilisation, des webinaires, etc. Et puis, elle, elle propose aussi des mesures individuelles. Alors là, c'est le médecin du travail qui va proposer éventuellement des mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste, hein, ces fameuses attestations avec donc des propositions d'aménagement. Le salarié peut faire tel type de travail ou ne peut pas faire tel type, ne peut pas porter du poids ou Mhm. de voilà. Et puis qui sont justifiés donc en fonction donc bien sûr de l'état de santé du travailleur. Ça peut être des aménagements de poste, propositions de télétravail, des choses qui, je pense, vous connaissez déjà, puisque c'est déjà le médecin du travail a de tout temps hein, proposé des aménagements de poste pour permettre aux salariés d'être maintenus sur le poste de travail. Euh, on va passer ensuite donc à la slide suivante pour le coup. Encore. Voilà, on va parler donc des rendez-vous qui sont prévus en cas d'absence prolongée et notamment de la visite de reprise et de pré-reprise. Donc, ce sont des visites qui existaient déjà avant, notamment la visite de pré-reprise. Simplement, ces visites, elles ont, les conditions d'accès sont différentes. Donc, auparavant, une visite de pré-reprise était possible lorsque l'arrêt de travail avait une durée de 3 mois minimum. Aujourd'hui, c'est possible dès 30 jours d'arrêt de travail. Donc la visite de reprise, elle est à la main donc elle peut être demandée par le salarié. Elle peut être également demandée par le médecin du travail s'il est évidemment informé de l'arrêt du travail. Euh, Ce qui est prévu aussi, c'est que l'employeur doit informer le travailleur de sa possibilité donc de solliciter une visite de pré-reprise. On le verra, notamment dans le cadre du rendez-vous de liaison si il est organisé. La visite de reprise, elle, auparavant, elle était mise en place pour des arrêts d'au moins 30 jours. Aujourd'hui, elle concerne les arrêts de plus de 60 jours. Donc, on a allongé effectivement le, le- la, la durée de l'arrêt qui donne lieu à visite de reprise. Par contre, pour les arrêts pour accident du travail, là, c'est pour des arrêts de 30 jours. Vous avez dans la slide toutes les, je dirais, je crois qu'on a le tableau suivant, dans la Oui, slide suivante, qui est qui beaucoup plus, récapitule. voilà, Mhm. qui récapitule les différentes possibilités. Donc, visite de reprise à l'initiative du salarié, du médecin traitant, de l'assurance maladie, du médecin du travail, possible à compter de 30 jours d'arrêt. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Slide suivante pour la visite de reprise. Là, c'est possible donc à compter de 60 jours d'arrêt pour les maladies ou accidents non professionnels. Il n'y a pas de changement pour ce qui concerne donc les maladies ou accidents professionnels. Il faut retenir toujours que la visite de reprise, mais là, ça n'a pas changé, c'est à l'employeur de l'organiser dès qu'il a connaissance donc, du retour du salarié, hein. Et cette visite de reprise doit être organisée dans les 8 jours de la reprise. En fait, dès que l'employeur sait que le salarié va revenir, il doit contacter tout de suite le service de prévention de santé au travail pour organiser cette visite de reprise, sachant que les délais sont parfois un petit peu longs, hein, il faut le dire quand même, par les services de prévention de santé au travail. Voilà ce qu'il faut retenir sur ces deux visites. La visite de reprise, elle est très importante en matière de prévention de désinsertion professionnelle parce qu'elle permet vraiment d'anticiper le retour à l'emploi du salarié. Elle permet d'anticiper les difficultés éventuelles qui pourraient avoir lieu concernant donc ce retour. Voilà, s'il faut un aménagement de poste, c'est bien que le médecin du travail puisse contacter l'employeur, voir avec lui ce qui est possible, pas possible, etc. Donc qu'il puisse y avoir déjà une communication qui soit établie avec l'employeur et des solutions qui soient travaillées et réfléchies ensemble. C'est la pierre angulaire de la prévention de la désinsertion professionnelle lorsqu'il y a un arrêt de travail. Vraiment, la visite de pré-reprise est très importante. Elle permet d'anticiper le maître mot, effectivement, du maintien dans l'emploi. On Tout a à une fait. question sur la reprise. Que se passe-t-il si l'employeur ne fait pas de demande de visite de reprise après un arrêt de 4 mois? Alors, c'est une obligation.
Une obligation. C'est une obligation, hein. Donc c'est vraiment, voilà, si jamais le salarié a un accident ou un problème sur le lieu de travail, la responsabilité de l'employeur pourrait être décuplée, hein, du fait de la non-organisation de cette visite. Alors après, le salarié peut la demander lui aussi, hein, si l'employeur ne fait rien ou s'il a oublié ou que sais-je, le salarié peut la demander lui-même en informant son employeur qu'il a demandé cette visite de reprise. Voilà. Très bien, merci pour la précision. On On va va passer à passer, un voilà, nouveau rendez-vous qui a voilà, été et créé. voilà, et on parlait d'anticipation, et c'est un peu dans cet axe d'anticipation que le rendez-vous de liaison s'inscrit. La slide suivante, s'il vous plaît. Ah ben, elle est là. Voilà, on y est. Elle est là, elle est arrivée. Donc, ce rendez-vous de liaison, d'abord, la première chose que je vais dire, puisqu'on a beaucoup parlé de visite médicale, c'est que le rendez-vous de liaison n'est pas une visite médicale, hein. C'est un point de contact entre l'employeur et le salarié durant l'arrêt de travail du salarié. Il fallait la loi pour le permettre, l'autoriser en fait, puisque donc, en cas d'arrêt de travail, le contrat de travail est suspendu. Donc évidemment, en principe, l'employeur n'a pas à joindre son salarié. Mais là, la loi a prévu que dans ce cadre-là, donc le rendez-vous de liaison permettait de contacter effectivement son salarié. Alors, c'est possible lorsque l'arrêt de travail a une durée de plus de 30 jours. Et donc, ce rendez-vous de liaison est organisé à l'initiative de l'employeur ou du salarié aussi. C'est possible. L'employeur donc informe le salarié qui peut solliciter l'organisation de ce rendez-vous. Par contre, le salarié, il faut le savoir, peut refuser, hein, de venir à ce rendez-vous, et aucune conséquence, notamment en termes de sanctions, ne peut être tirée de ce refus du salarié de se rendre à ce rendez-vous. Euh, à quoi ça sert un rendez-vous de liaison? Donc, on va le voir dans la slide suivante. Mhm. Euh, il permet de préparer donc le retour du salarié dans l'entreprise et à informer des mesures d'accompagnement qui sont éventuellement mobilisables. Donc, parler d'anticipation, c'est vraiment, voilà, on est vraiment dans ce thème-là, anticiper le retour du salarié lorsque notamment on prévoit, on imagine qu'il pourrait y avoir des difficultés. Donc, le rendez-vous de liaison, c'est un rendez-vous qui vise à informer le salarié, hein, rien d'autre. L'employeur l'informe qu'il peut bénéficier d'actions de prévention de la désinsertion professionnelle, qu'il peut solliciter le visite de pré-reprise, donc ça c'est important, et qu'il peut bénéficier donc à son retour, si nécessaire, bien sûr, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste, ou des mesures d'aménagement du temps de travail. Voilà. Donc c'est vraiment un rendez-vous d'information du salarié sur donc, son retour et les conditions de son retour à l'emploi. Alors, le service de prévention de santé au travail peut être associé, mais il n'est pas forcément présent au rendez-vous. Et très concrètement, je pense que ça pourrait, si les rendez-vous devaient se multiplier, ça pourrait être un peu compliqué pour les services d'être présents à chaque rendez-vous, mais bon, il peut être associé. Et puis, il faut Associé, savoir que c'est-à-dire de quelle manière? Pardon. ça peut être une information délivrée, ce n'est pas forcément une présence, hein, mais ça peut être par une information, pour Des l'envoi plaquettes, par exemple. de plaquettes, d'informations de sensibilisation, tout à fait. Voilà. Et enfin, il faut savoir que le référent handicap peut également participer à ce rendez-vous, donc à la demande du salarié concerné. Donc ça peut être Ça, c'est aussi important, effectivement, intéressant. pour les référents handicap, effectivement, et tout le réseau de référents handicap KOETH. Oui. Voilà, on va passer maintenant, le temps passe, à la visite de mi-carrière, qui est une nouveauté. Donc, alors, cette visite, donc c'est bien une visite nouvelle, hein, qui a été instaurée par la loi du 2 août 2021. Donc, à quoi elle sert? Eh bien, elle sert aussi à évaluer les risques de désinsertion professionnelle, hein. On est toujours dans l'anticipation, hein. Et elle sert à sensibiliser le travailleur sur les enjeux du vieillissement et de la prévention des risques professionnels. Bien sûr, elle permet de proposer des mesures individuelles d'aménagement, hein, du poste, mais ça, j'ai envie de le dire, c'est fait de toute façon dans le cadre de l'ensemble des visites qui sont faites. Mais Mhm. bon, voilà, on réinsiste sur le fait que la visite de mi-carrière sert aussi à cela. Et puis, elle permet de faire un état des lieux entre l'adéquation du poste de travail, l'état de santé du salarié. Ça permet de dire au salarié, bah, écoutez, là, vraiment, votre état de santé, bon, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir continuer sur ce poste pendant longtemps? Est-ce que vous ne voulez pas envisager quelque chose, une reconversion éventuellement, ou aller sur d'autres types de postes? Voilà, ça sert à ça, la visite de mi-carrière. Alors, elle a lieu aux 45 ans du salarié, ou éventuellement dans les 2 ans précédant ces 45 ans. Et surtout, il faut le savoir, elle est couplée, en général, c'est ainsi que les services de santé sont organisés, elle est couplée avec une autre visite médicale.
hein. Donc, en général, voilà, à partir de 43 ans, les services de prévention de santé au travail regardent un petit peu les salariés qui sont susceptibles donc, de pouvoir bénéficier de cette visite de mi-carrière et la couple à une autre visite périodique. Mhm. C'est 45 ans, dit la loi, ou un autre âge, s'il y a un accord de branche. À ma connaissance, il n'y a pas d'accord de branche et je crois que chez vous non plus. Donc, il n'y a pas d'accord Pas de branche encore, non. spécifique sur ce point-là, en tout cas. Et Voilà pour qui la en a visite de l'initiative de mi-carrière. cette visite de mi-carrière? Alors, en principe, bah, alors, je sais que les services de santé au travail font attention en fonction de l'âge du salarié, hein, donc la proposent systématiquement lorsque le salarié rentre dans le cadre, mais elle peut être aussi à l'initiative de l'employeur ou du salarié lui-même. Salarié. Mhm. Voilà. Et elle est réalisée par un professionnel de santé, qui peut être le médecin du travail, mais aussi un infirmier en santé au travail, voilà, qui Oui, a l'infirmier qui l'habitude prend de d'évaluer. plus en plus le relais Voilà. Elle sur donne lieu, elle donne lieu à une attestation. Donc, sur l'attestation qui est délivrée, l'attestation de suivi périodique, il sera indiqué visite de mi-carrière également. La case sera également cochée. Ensuite, on va donc, s'il n'y a pas de questions sur la visite de mi-carrière, on va passer donc à la slide suivante sur encore Ah oui, on l'avait suivante, précisé puisqu'on vient d'en sur la parler. slide. Voilà. La surveillance post-exposition, post-professionnelle de certains salariés. Ce qu'a rajouté la loi. Donc, la surveillance post-professionnelle du salarié, elle existait déjà, hein, c'était au moment du départ à la retraite. Là, la loi a prévu que la surveillance devait être aussi post-exposition, c'est-à-dire lorsqu'un salarié n'est plus exposé à un risque, soit parce qu'il change de poste, soit parce qu'il change d'entreprise, hein, mais dont la carrière n'est pas encore terminée. Elle concerne qui? Bon, elle concerne tous les travailleurs qui ont été suivis en CIR, en suivi individuel renforcé, on l'a vu tout à l'heure, hein, suivant les risques qui sont donc définis par le Code du travail. Elle est à l'initiative de l'employeur, hein, qui doit informer le service de santé au travail donc, que son salarié va partir à la retraite ou va partir tout court ou va changer de poste. Et ensuite, c'est le médecin du travail qui détermine, hein, en fonction des risques du salarié, quel sera le suivi qui sera mis en place par la suite. Voilà. Par exemple, un salarié qui est en CIR parce qu'il a une habilitation électrique, il est fort à parier qu'il n'y ait pas de suivi spécifique ensuite, puisque bon, s'il n'y a pas d'exposition particulière, il n'y a pas de suivi en termes d'état de santé. Par contre, l'exposition à des risques chimiques, là, oui, en principe, nécessite un suivi par la suite. Dans les autres, on va passer à la slide suivante. Dans les autres dispositions, donc les autres outils, hein, qui donc sont prévus en termes de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, vous avez la convention de rééducation professionnelle en entreprise. Là aussi, c'est un outil qui existait déjà avant, hein. Donc, pour mémoire, donc elle est conclue entre l'employeur, le salarié et l'assurance maladie. Avant la loi, elle était réservée aux salariés en situation de handicap et la loi aujourd'hui a ouvert donc, la possibilité de CRPE. Donc ça, c'est intéressant aux salariés qui sont déclarés inaptes, mais pas forcément en situation de handicap, ou qui sont en risque d'inaptitude qui a été identifié par le médecin du travail, hein, notamment pendant l'examen de pré-reprise. Donc, ça permet quand même une ouverture donc, de ce dispositif à d'autres salariés. Donc, elle est partiellement financée par l'assurance maladie, par le versement d'une indemnité journalière, hein. La loi a prévu donc un certain nombre de dispositions, slide suivante, de précision. Elle a apporté des précisions en fait concernant la relation contractuelle, hein, dans le cadre de cette convention de rééducation professionnelle. Lorsque donc en ce qui concerne la période d'essai, hein, par exemple la période d'essai il est tenu compte en fait de la durée de CRPE si le salarié est effectivement recruté sur un poste similaire dans l'entreprise, hein. Donc c'est déduit de la période d'essai. La loi précise que la formation peut durer jusqu'à 18 mois et puis en cas de démission du salarié, il continue à bénéficier de l'indemnité journalière. Et puis, il faut préciser que le Euh, salarié peut rester soit dans l'entreprise, soit trouver une autre entreprise. Et dans ce cas-là, on parle de mise à disposition. Tout à fait, et à but non lucratif, bien Bien évidemment. sûr. Donc, c'est un cas licite de mise à disposition. Voilà. Nous allons enfin parler du projet de transition professionnelle.
Donc là aussi, c'est un dispositif important qui permet aux salariés de se reconvertir, hein, donc, et de financer les actions de formation nécessaires pour se reconvertir. Donc il doit avoir une certaine ancienneté. C'est les conditions d'ancienneté qui ont été assouplies par la loi. Je ne vais peut-être pas le repréciser, hein. Vous aurez d'ailleurs le diaporama si vous voulez vous y référer. Donc pour ces conditions d'ancienneté. On va parler juste dans la slide suivante encore d'un dernier dispositif qui est laissé encadrer, qui là aussi existait déjà, hein, donc, et qui est un dispositif qui permet de tester pendant un arrêt de travail, donc au sein de son entreprise ou d'une autre entreprise, donc la compatibilité d'un poste de travail avec son état de santé. Donc c'est assez intéressant parce que ça permet de voir si effectivement le salarié peut prendre tel type de poste ou pas grâce à cet essai encadré. Donc, il faut l'accord du médecin traitant, du médecin du travail, l'assurance maladie. Le Cap emploi peut aider à la mise en œuvre de ce dispositif. Et donc, ce dispositif donne lieu à des indemnités journalières, puisque c'est pendant l'arrêt de travail, et éventuellement un complément employeur, le cas échéant. Oui, n'oubliez pas Voilà, l'accompagnement du Cap Emploi, hein, oui, qui est vraiment un très important. acteur local très important effectivement pour vos salariés en situation de handicap, qui peut accompagner de manière directe le salarié ou même vous, vous employeur. Voilà, mais écoutez, j'en ai terminé pour les quelques. Alors, évidemment, on n'a pas tout vu, mais voilà, les éléments principaux, je dirais, de la loi du 2 août 2021 concernant la PDP et la prévention des risques professionnels. Merci beaucoup, Thérèse. On va revenir encore plus tard si vous avez des questions. Donc, on reviendra ensemble sur ces questions. Juste, peut-être vous parler quand même d'OETH, comment OETH vous accompagne dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle et de manière générale, donc en fait, sur le maintien en emploi. On va parler des aides financières, faire un zoom donc sur les aides financières que propose OETH avec les deux axes. Concernant ces aides financières, on va s'attacher précisément à la sécurisation des parcours individuels puisque OETH va proposer différentes solutions en fonction de la situation du salarié. Alors, lorsque le salarié peut encore occuper son poste de travail, mais qu'une étude complexe, spécifique, doit être organisée, comme une étude ergonomique, par exemple, et donc de voir quels aménagements sont possibles sur le poste de travail, on va saisir donc les prestations d'analyse et de maintien au poste. OETA, je propose également donc les aides à l'aménagement de postes. Donc OETH finance des aménagements matériels, mais aussi des aides humaines à la réalisation de gestes professionnels, des aides individuelles, des aides au tutorat, etc. Donc on peut vous accompagner dans le financement des différents aménagements possibles sur le poste de travail de votre salarié travailleur handicapé. Ensuite, des prestations et aides à la transition professionnelle. En fait, lorsque le salarié ne peut plus occuper son poste de travail et doit changer de métier, en fait, eh bien, OTH finance aujourd'hui des bilans de reconversion professionnelle, donc pas des bilans de compétences, puisque la dimension médicale va être intégrée dans ce bilan. L'objectif de ce bilan, eh bien, c'est de définir un projet qui soit réaliste et réalisable, compatible avec l'état de santé du salarié. Et puis, dans la poursuite véritablement de la validation du nouveau projet professionnel, OETH va financer également la formation pour la reconversion professionnelle en cofinancement avec le Co-Santé. À noter que dès 2024, OETH va pouvoir vous proposer une offre de service complète d'accompagnement des parcours professionnels avec diagnostic, mise en situation, etc. Donc ce sera pour très bientôt, dès le début d'année 2024. Et puis OETH met également à votre disposition des outils que l'on peut vous partager, envoyer ou même donc directement sur notre site internet. Euh, Vous allez avoir une petite illustration sur la slide suivante avec des fiches pratiques
et des fiches thématiques. Voilà, donc on a sorti des fiches sur l'anticipation des inaptitudes, sur le rendez-vous de liaison. Vous trouverez toutes ces fiches sur notre site internet et vous avez le lien qui vous permet d'y accéder directement. Voilà pour le focus très rapide sur les aides au ETH, mais comme je vous l'ai dit, donc vous allez avoir un guide qui va vous permettre d'avoir une bonne connaissance de nos aides, et puis surtout, donc vous avez une équipe à vos côtés, une équipe donc composée notamment de gestionnaires conseils que vous pouvez solliciter tous les matins de 9 heures à midi au 01 40 60 58 58. Le temps imparti est dépassé. Je vais juste prendre une ou deux questions euh, si il y en a d'autres. Euh, je regarde. Bon, vraisemblablement. On a exploré toutes les questions. De toute manière, si vous en avez d'autres, vous les posez très rapidement donc sur le fil de discussion. Et quoi qu'il en soit, on y répondra dans le cadre de la FAQ que l'on va mettre à votre disposition sur notre site internet avec le replay, bien évidemment, et puis le support de présentation qui a été volontairement assez fourni de manière à ce que vous puissiez y trouver un maximum d'informations. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup de votre présence, Thérèse Rossi, et de votre éclairage sur cette loi qui n'est pas si évidente que ça, vu tous les décrets qui sont sortis, et puis d'autres encore qui sont à paraître. Donc, merci vraiment pour votre expertise. Voilà, merci de Merci à votre vous. attention et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.